Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas tout seul, je suis avec Emma. Alors pourquoi elle est là? Parce que je pense qu'elle a énormément de choses à vous apporter. Elle fera sa présentation après, elle va vous dire qui elle est et ce qu'elle fait. D'accord? Et elle ne voulait pas faire de vidéo. Elle voulait plutôt faire un article, mais je l'ai traîné de fort. J'ai dit, je pense que ça aura plus d'impact si tu le dis directement aux gens derrière la caméra. Et c'est pour ça qu'elle a toutes ses notes. Donc, excusez-la, elle a toutes ses notes. C'est parce qu'elle ne veut pas perdre le fil et tout ça. Donc, bonjour Emma. Bonjour Yannick. Est-ce que tu peux te présenter? Je peux me présenter. Je vais essayer de ne pas perdre le fil. Alors moi, je m'appelle Emma, je suis photographe, graphiste et formatrice. J'ai enseigné dans quelques écoles, dans plusieurs écoles à Paris, notamment à Spéos, les Gobelins et au Cube. Dans les ateliers que j'ai fait des cours pour adultes, pour enfants, j'ai fait des ateliers de cours annuels, de sessions sur une semaine, pour les amateurs et pour les professionnels. Et depuis quelques années que j'habite dans le sud, j'ai côtoyé pas mal de clubs photo. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment une nécessité au niveau des clubs photo de pouvoir leur apporter autre chose, notamment pour ce qui est du langage de l'image et pour la création de narrative et pour pouvoir grandir photographiquement et essayer de se développer photographiquement. Donc, d'où l'intérêt de ce tuto aujourd'hui. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par création narrative, enfin, l'expliquer de façon un peu plus, pas triviale, mais un peu plus... Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? En fait, ce que j'entends par là, c'est que la technique en photographie, forcément, c'est important, mais que je trouve que souvent, les clubs photo n'apportent pas ce pas supplémentaire qui serait de construire des histoires, de construire des narratives, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de dire avec mes photographies, parce que je pense fondamentalement qu'on ne choisit pas la photo par hasard. Et à quand bien même, surtout quand on rejoint un club photo, mais je pense qu'on ne choisit pas la photo par hasard, que c'est un moyen d'expression comme un autre. Il y en a qui préfèrent faire de la peinture ou de la poterie. Je pense qu'on choisit la photographie parce qu'on a quelque chose à dire avec son regard. Et ce qui m'intéresse moi, dans les gens que je fréquente en tant qu'élève, c'est de développer ce regard, justement. Les photos qui nous bouleversent le plus sont souvent celles qui nous étonnent, qui nous surprennent, qui nous font découvrir quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui nous montrent le monde sous un angle différent. Et même les photographes amateurs peuvent nous faire découvrir les choses différemment, même les photos de leur famille ou même les photos de voyage. J'ai le cas notamment d'élèves que j'avais dans mes groupes qui me disaient « moi j'aimerais beaucoup faire de la photo de voyage ». Mais en fait, les photos de voyage qu'ils ramenaient étaient essentiellement des photos qui disaient les endroits, qui établissaient, qui identifiaient les endroits où ils étaient allés, avec tous les monuments, etc., dans un ordre bien défini, pour pouvoir dire « je suis allé là ». Et en fait, moi, mon angle, c'était plus de leur dire reprends toutes tes photos de voyage et ne me montre que celles qui t'ont touché ou qui t'ont parlé ou qui parlent d'un moment ou d'un sentiment que tu as eu toi à ce moment-là. Et du coup, forcément, on crée une narrative complètement différente, beaucoup plus personnelle, parce qu'on n'est pas du tout dans le côté je montre où je suis allé, on est dans qu'est-ce que j'ai ressenti moi en faisant ce voyage. Ouais, et je voudrais rajouter un point, c'est que si vous vous contentez de faire les photos que tout le monde fait, ben finalement, ce n'est pas une marque de différenciation. C'est pour ça que c'est important cette démarche-là, c'est-à-dire le message que l'on veut délivrer. Si vous prenez les photos qui vous touchent vous, ça va vous raconter votre histoire à vous. Elle est unique et on ne pourra pas vous l'enlever. Tout l'enjeu, en fait, c'est de rajouter du vous dans les images. Enfin, exactement, c'est exactement ça, surtout. Ouais. C'est ça. Et c'est l'étape d'après la technique. Voilà. Et c'est pour ça que Emma, sur ce discours-là, elle a énormément de choses à vous apporter. C'est pour ça qu'elle est là, pour le coup. Pour apprendre à raconter des histoires ou même une histoire en photographie, moi personnellement j'ai identifié 3 paramètres qui me semblent importants. Le premier, c'est d'abord commencer à regarder les photos que vous faites vous. C'est-à-dire regarder ce qui vous touche. Est-ce que vous faites plus de photos d'animaux, de paysages, de famille, de vos enfants? Qu'est-ce qui vous touche vous dans les photos que vous prenez? Vous avez forcément, alors le numérique est un peu compliqué parce que c'est vrai que les gens ont tendance à shooter. Et que du coup, il y a beaucoup trop de choses et du coup, on est incapable d'éditer parce qu'on n'a aucun choix derrière ou aucune histoire à raconter avec. Mais quand même, je pense que vous avez forcément un sujet où vous savez qui vous touche particulièrement. Donc, concentrez-vous sur ce sujet-là. Et dans un deuxième temps, une fois que vous avez identifié le sujet qui vous intéresse, de tester différentes perspectives qui pourraient servir les idées que vous voulez mettre en avant dans votre histoire. Qu'est-ce que tu entends par
perspective, c'est quoi? Alors, exactement, qu'est-ce qu'on teste? Tester différents angles de vue, dont on va parler après, tester différents angles de vue, différentes perspectives, essayer de comprendre un peu comment se construit une photo pour pouvoir ensuite soit construire de la même manière ou déconstruire et trouver des angles de vue qui vont servir votre histoire. Par exemple, on peut penser à Yann Arthus Bertrand qui a fait toute sa série sur la Terre vue du ciel. Et j'ai un ami qui a fait toute une série sur la Terre vue du sol. Et donc là, du coup, changement complet de perspective, on découvre plein de choses qu'on ne voit pas non plus quand on est au ras du sol, puisqu'on n'est jamais au ras du sol, normalement. Et voilà, donc c'est ce que j'appelle changer de perspective ou essayer de changer d'angle. À un moment que ça sert son histoire, on peut chercher une nouvelle perspective. C'est ça le truc, c'est-à-dire que là, on parle de photos de paysage et on a deux façons de l'aborder différentes qui vont délivrer un message qui est totalement différent. Exactement. C'est ça. Exactement. Et une fois qu'on a trouvé la perspective ou les angles qui peuvent servir à notre histoire, eh bien, il n'y a plus qu'à la créer photographiquement. Et en fait, dans une troisième partie, ce qu'on va essayer de voir, c'est une fois qu'on aura vu les différents effets et les différentes perspectives ou les différents angles de vue qui sont possibles, que chacun d'entre vous puisse, chez lui, utiliser ces effets-là en disant voilà, c'est ça que je veux dire, donc je vais utiliser cet effet-là ou cet effet-là, car ça va servir à mon propos. Alors, premièrement, le plus important, c'est de regarder déjà ce que vous faites vous, les photos qui vous touchent, dans les photos que vous faites, et justement dans cette idée d'établir, d'aligner le cœur, la tête et les yeux, d'essayer de trouver un peu ce qui vous touche et ce qui vous parle le plus dans vos photographies. Le truc, c'est que ce que je voulais rajouter, c'est qu'en choisissant un domaine bien précis, eh bien, vous allez développer une expertise au fur et à mesure par rapport à ce sujet-là. Parce que si vous touchez à tout le temps, eh bien, vous n'allez pas développer cet instinct qui va faire que vos photos vont devenir meilleures. En fait, je le dis souvent, mais la pratique photo, c'est ce qui va vous faire progresser le plus. Regarder des vidéos, lire des livres et tout ça, c'est une chose, mais ce qui va faire que vous allez progresser, c'est la pratique. Et quand vous allez pratiquer sur un même sujet pendant longtemps, et bien à ce moment-là, vous allez vraiment développer un instinct de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire, parce que vous l'aurez fait des milliers de fois en fait. C'est pour ça qu'un pro finalement, un pro qui se respecte, il est spécialisé dans un domaine. Parce qu'on ne peut pas être pro de photographie de mode, pro photographie de, je sais pas moi, de mariage. Parce que ça demande, il faut être dédié à ce domaine-là. Si on veut vraiment pousser le sujet à fond, être bon dans ce domaine-là, il faut le pousser. Ça nécessite forcément un petit peu de spécialisation. Alors, je ne dis pas de vous spécialiser comme le ferait un pro. Non. Loin de là. En fait, ce que ça change fondamentalement, c'est de... Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est de passer d'un photographe passif du « je prends des photos » à un photographe actif du « je regarde mes photos, je vois ce que j'ai fait, je vois ce que j'aime faire et ce qui me touche le plus ». En fait, ça répond juste à la question de « qu'est-ce que j'aime prendre en photo quand je fais de la photo ?» Au-delà du « j'aime bien prendre des photos », qu'est-ce que j'aime prendre en photo ? Et de travailler sur ce point-là en particulier. Et ça ne doit pas être limitant, c'est-à-dire que moi, ce n'est pas parce que je suis photographe de mariage que dans ma vie, je ne prends que des photographies de mariage. Attention, ça semble évident, mais je tiens à le préciser. C'est-à-dire que je kiffe faire du portrait, je kiffe faire des photographies de voyage, enfin voilà. Mais disons que savoir ce qui nous touche, c'est la première étape de savoir qui on est soi, et c'est la première étape aussi de... Ok, maintenant que je sais qui je suis, maintenant qu'est-ce que je veux transmettre aux autres avec ces images-là. Exactement. Ouais. Et du coup, dans la deuxième partie, une fois qu'on a identifié les choses qui nous touchent le plus à prendre en photo, pas forcément à regarder, mais à prendre, c'est comment est-ce qu'on peut encore améliorer ce langage en utilisant différents effets visuels qui permettent d'améliorer ou de favoriser un angle, un point de vue que l'on a sur notre sujet. Est-ce que tu peux donner voilà. Alors, en l'occurrence, un exemple sur les photos des enfants, c'est assez fréquent que les adultes restent, par exemple, à la hauteur d'adultes pour photographier les enfants. Alors qu'on dit souvent, finalement, de se mettre à la hauteur des enfants permet d'intégrer leur monde directement et du coup de se positionner à hauteur d'yeux d'enfants. Voilà, juste ce simple petit détail peut complètement changer la façon dont vous-même vous voyez, puisque tout à coup, vous êtes à hauteur d'enfant, vous pouvez même vous amuser à photographier les genoux des adultes selon la taille de l'enfant évidemment. Mais voilà, ça peut être aussi rigolo et intéressant de le faire comme ça, parce que le but quand même, et ça on ne le dit jamais assez, c'est de s'amuser quand même. Quand on prend des photos, quand on construit des histoires, voilà, on ne vous dit pas attention, il faut construire une histoire, on vous dit amusez-vous, essayez de vous challenger vous-même et d'apprendre des choses du coup par la même occasion.
d'autres idées sur la photo d'enfant, mais qui marchent aussi sur les autres photos, c'est d'utiliser les notions de plongée ou de contre-plongée. Alors, est-ce que tu veux que je fasse avec... Oui, si tu veux. Parce que je l'ai dit, ça serait bien que tu montres ce que ça veut dire. Mais voilà, on avait pris l'exemple du verre. Alors, on peut prendre l'exemple du verre, mais on peut prendre l'exemple d'un enfant aussi. Et donc, quand on prend la photo d'en haut, on appelle ça une photo en plongée. Et si on la prend d'en bas, on appelle ça une photo en contre-plongée. Ce que ça suggère, parce que finalement, ce n'est pas juste des aspects techniques, on est bien d'accord, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Quand on prend la photo de l'adulte à l'enfant en étant au-dessus de l'enfant, forcément, on suggère que le point de vue vient de l'adulte et pas forcément de l'enfant. Et donc, du coup, on impose un peu un effet, alors, ça peut être de la bienveillance, mais ça peut être aussi de la domination. On peut aussi, voilà, et ça dépend aussi du regard de l'enfant sur l'adulte. Est-ce que l'enfant regarde l'adulte, est-ce qu'il ne le regarde pas? Mais en fait, du coup, ça crée quelque chose, ça crée un dialogue et ça crée une narration en tant que telle dans l'image, parce que vous avez choisi un angle qui suggère la hauteur de votre point de vue par rapport au sujet photographié. Ça, c'est une notion que vous pourrez retrouver assez facilement dans les films, parce que toutes ces questions d'angle, quand on regarde un réalisateur, quand il réalise un film, il est entièrement tourné vers la narration. Son but, c'est de raconter une histoire. Et donc, au niveau du cinéma, c'est un petit peu moins vrai en photo et surtout dans le milieu amateur. On a moins ce souci de raconter une histoire. Donc, quand vous regardez un film, tout est pensé. Ce qui rentre dans le cadre, ce qui ne rentre pas dans le cadre est pensé. Le point de vue de la caméra par rapport au sujet, c'est pensé à l'avance parce que ça induit une impression, ça induit une idée. Et c'est pour ça que souvent dans les films, et souvent les grands réalisateurs ont ce souci du détail, c'est parce que tous ces détails, en fait, vous font comprendre des choses de l'histoire sans même qu'il y ait de dialogue. Je crois que c'est Hitchcock qui disait que son rêve, c'était de réaliser, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais disons qu'il y a un grand réalisateur qui l'a dit, qu'il aimerait faire un film sans dialogue et de faire tout comprendre à travers le langage cinématographique, c'est-à-dire l'angle que l'on fait, la focale que l'on choisit. Et c'est pour ça que parfois, moi je me surprends souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, je pense que c'est le cas de tout le monde parce que c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'on sent, on pressent ce qui va arriver dans la scène d'après dans le cinéma. Et si on le pressent, c'est parce qu'en fait, le réalisateur nous a fait comprendre que ça allait arriver à travers différents plans, à travers ce qu'il a montré ou ce qu'il n'a pas montré. On pressent que ça va arriver parce que, eh bien, il utilise par exemple la plongée ou la contre-plongée pour servir sa narration-là. Et donc, vous voyez bien comment l'angle d'une caméra, comme vient d'expliquer Emma, eh bien, ça peut vous faire... Enfin, ça dit quelque chose. C'est pas anodin. Rien n'est anodin, en fait. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut absolument que vous preniez conscience. C'est que l'étape d'après de la technique, c'est « Ok, qu'est-ce que je veux dire ?» Et donc, à ce moment-là, tout a de l'importance. Et donc, la plongée, comme elle disait, ça peut induire la notion d'autorité, de domination supérieure. D'accord? Si on se met au niveau de l'enfant, c'est qu'on veut adopter le point de vue de l'enfant. D'accord? Donc, faites attention à ce genre de petits détails. Voilà, parce que ça amène une narrative à votre image. L'autre, par exemple, il y a aussi un autre point de vue. Moi, j'avais le cas de... J'avais le cas d'une de mes élèves encore qui voulait prendre des photos de ses enfants. Mais ses enfants étaient ados et elle passait son temps à me dire mais ils n'ont pas du tout envie de se faire prendre en photo et du coup ils ne se mettent pas en scène, ils ne font pas de sourire, etc. Et moi je lui ai suggéré qu'en fait les ados, c'était pas vraiment leur visage qui était important, c'était leur posture, c'était leur attitude, c'était le langage du corps quand même chez l'ado qui se développe. Et que du coup, il fallait qu'elle fasse un peu abstraction des choses et ne pas essayer de les avoir intégralement dans le cadre et qu'elle pouvait peut-être se concentrer sur leur pose et ne photographier que leur pose, quitte à couper la tête ou à couper les jambes et n'avoir que des choses un peu d'ado au petit déjeuner ou des choses comme ça, de photographier des mous, de photographier des gestes et en fait de ne se concentrer que sur ça. Et ça a permis, qu'elle se dégage un peu de « je veux photographier mes enfants » à « je photographie des ados en quête d'eux-mêmes » un petit peu. Ce qui est aussi intéressant chez un certain nombre de photographes qui ont photographié les ados, c'est que, par exemple, souvent, à l'encontre du tuto fabuleux sur la composition et la règle des tiers qu'avait fait Xavier, c'est qu'effectivement, non mais la conclusion du tuto quand même, c'était apprenez le cadre et sortez du cadre. Donc, en fait, assez souvent pour parler des ados, les photographes ont tendance à les mettre au cœur de la photo, au centre de la photo, assez souvent aussi dans des environnements assez mornes. Mais du coup, ça renforce un peu cette idée de perdu dans l'espace, de recherche de soi, voilà, tout ceci accentue. Alors, on peut dire, voilà, il y a la règle des tiers pour que la photo soit dynamique, mais à l'inverse, on peut placer les sujets en plein centre,
et suggérer du coup cette idée d'être un peu perdu en devenir, on va dire. Carrément. Alors un autre aspect à prendre en compte en photographie, c'est le sens de lecture de l'image qui, dans nos sociétés, se fait de gauche à droite, un peu comme on lirait un livre. Et donc du coup, ça a une vraie incidence sur la façon dont on perçoit les images. Et même si notre œil peut être attiré sur une partie de l'image, enfin de manière spécifique, parce que le photographe a voulu emmener notre œil sur cette partie de l'image, quand même, le sens de lecture fait que on va forcément lire, la façon dont sont positionnés les éléments dans la photographie vont se lire de gauche à droite. Alors comme sur l'exemple que je vais vous montrer maintenant, par exemple, on a un groupe d'hommes tous habillés en costume gris et triste, sur un fond en fait avec des lignes, avec beaucoup de lignes d'ailleurs, que ce soit la ligne des escaliers ou les lignes de l'immeuble qui sont dans le fond. Et on a un personnage en chemise bleue, donc qui se démarque très, très sérieusement du contexte et du groupe de personnes en costume gris, qui s'en va. Alors, dans un cas, il part vers la droite de l'image, et dans l'autre cas, si on l'inverse, il part vers la gauche de l'image. Et alors, il y a vraiment le premier cas où il part vers la droite de l'image, donc on a le groupe en premier plan à gauche, donc sur lequel on focus en premier, et du coup notre regard se termine sur la personne qui s'en va de l'image et qui sort de l'image. Donc on a vraiment l'impression du groupe en costume gris qui reste derrière et de la personne qui prend sa liberté. Inversement, si on inverse cette image, on a d'abord la personne qui sort de l'image avec sa chemise bleue, et notre regard se termine et finit sur le groupe de personnes en costume gris. Et en fait, on a plutôt l'impression qu'ils viennent se faire renvoyer. C'est plus fort que nous, en fait, ça fait partie de notre façon de lire les images. On termine quand même inévitablement sur la partie droite de l'image. Ouais, voilà, exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon la façon dont vous positionnez le sujet, ou alors, parce que maintenant avec le numérique, on peut inverser les images très simplement, et le sens que vous allez choisir peut avoir une incidence très forte sur la perception que les gens vont avoir de cette image-là. Comme elle a dit, Emma, si la personne va vers la droite, d'accord? Alors, je ne sais pas si dans quel sens, parce que vous me regardez, mais disons, si elle va vers la droite, c'est plutôt une personne qui, genre, avance, regagne sa liberté, comme tu le disais, alors que si elle part vers la gauche, elle va vers le passé. Enfin, on a plutôt un sentiment d'exclusion. Petite précision aussi sur cette image-là, c'est par exemple sur le background, donc l'arrière-plan. Vous voyez, donc, comme l'a fait remarquer Emma, c'est beaucoup d'images rectilignes. Et en fait, cette image rectiligne, ce motif-là rectiligne, suggère de l'autorité. Non, mais alors oui, ça souligne aussi le mouvement, ça c'est sûr en termes de ligne de fuite, mais ça sert aussi, ça suggère aussi le milieu corporate, c'est-à-dire plein d'ordre, très cadré, très droit, il ne faut pas sortir du cadre et tout ça. Et vous voyez comment le photographe aussi, il choisit le fond, parce que le fond qu'il y a derrière le sujet. Il aurait pu choisir une prairie. Voilà, il aurait pu, non mais voilà, même si ça aurait été hors contexte, mais il aurait pu choisir un autre milieu. Mais disons que le fond aussi a du sens, c'est-à-dire que même si le fond est flou, par exemple, et parce que vous avez choisi une faible profondeur de champ, eh bien, ça va induire quand même un message. D'accord ? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est le sujet finalement de ce truc-là, c'est que tout dans votre image va suggérer une idée. Et tout le concept, c'est que, que tout ce que ça suggère, c'est exactement ce que vous vouliez dire, en fait. Exactement. C'est ça. Donc on a un deuxième exemple, en fait, qu'on va voir maintenant. L'exemple, c'est une personne touriste assis sur un bloc de rocher. Et donc dans la première photo, il est assis sur la droite de l'image, sur ce bloc de rocher, en train de regarder vers les plaines du Colorado, qui sont donc sur la gauche. Sur la deuxième image qu'on a inversée, du coup, il est assis sur la gauche de l'image, en train de regarder toujours les mêmes plaines du Colorado qui sont sur la droite. Et en fait, ce que suggèrent ces deux images, dans le premier temps, en fait, ce que ça suggère, c'est que c'est un côté beaucoup plus introverti, quelqu'un qui se reflète en fait sur lui-même, alors que la deuxième image va plutôt suggérer quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, de l'évasion, du rêve. Toute l'ouverture est sur la droite. Alors que quelque part, quand on lit l'image, d'abord les plaines, puis le personnage, inévitablement, on a tendance à ramener les plaines au personnage, alors que sur la deuxième image, on amène le personnage aux plaines. Et ça suggère du coup des choses complètement différentes. Oui, carrément. D'une manière générale, comme nous, Européens, on lit de gauche à droite,
Donc, c'est l'idée de gauche à droite, il y a l'idée de progression, alors que de droite à gauche, il y a plutôt l'idée de régression. D'accord? Donc, d'une manière générale, encore une fois, tout ça dépend un petit peu du contexte et tout ça. C'est des idées générales. Voilà, c'est des idées générales. Et puis après, on peut avoir une idée de progression en allant de droite à gauche. Mais d'une manière générale, si vous placez votre sujet qui regarde vers la droite, ça va instaurer l'idée de l'avenir, progression, évasion, imaginaire et tout ça. Alors que l'inverse, si vous placez votre sujet vers la droite et qui regarde vers la gauche, il va plutôt regarder vers le passé, introspection, enfin voilà. Et vous serez étonné même de faire des tests chez vous, de juste inverser les photos pour voir si vous les lisez de la même manière et en fait vous verrez que sûrement non. En fait. Exactement. Et amusez-vous parfois quand vous avez un sens de lecture qui est vraiment très tranché, parce que ce n'est pas forcément évident selon la composition, mais quand il y a vraiment un sens de lecture qui est vraiment très tranché, amusez-vous à inverser, vous allez voir, ça n'a pas du tout le même effet pour le coup. Absolument. Ouais. Tu voulais parler d'une autre série aussi? Je voulais parler de la série sur les touristes de Martin Parr, qui est aussi assez rigolote. Alors lui, bon, je ne sais pas, il est assez connu, mais il vaut le détour quand même. Lui, son angle, c'était pas du tout au-delà des idées d'angle, de plongée, de contre-plongée ou de sens de composition. Lui, son idée, ça a été plutôt de chercher l'aspect comique de toutes les situations, surtout dans sa série Touriste, où du coup, il a vraiment, vous le verrez sur les photos qui sont présentées. Par exemple, il a une photo qu'il a fait qui est très connue de la tour de Pise, où au lieu de justement chercher à aligner quelqu'un pour faire tenir la tour de Pise, il a photographié tous les gens avec les mains dans les airs. Il a été assez précurseur d'ailleurs, je crois, parce que avant lui, enfin cette photo, on a lancé plusieurs autres, mais avant lui, je suis pas sûre qu'il y en avait tant que ça qu'il avait fait. Ou alors voilà, il a cherché juste des situations assez cocasses. Donc en fait, créer une série ou créer une narrative, ça peut aussi tout simplement chercher l'humour dans toutes les situations. Ça peut être juste ça aussi, construire une histoire. Carrément. Une dernière chose donc, sur le concept de série, j'adore cette idée-là, d'avoir une série en tête, parce que c'est une idée qui ne vous quitte jamais. Et donc vous pouvez construire une histoire sur le long cours. Ça peut prendre plusieurs années et puis vous pouvez... À chaque situation, en fait, quand tu es dans un événement, on est là en train de prendre des photos et puis tout à coup, on va penser à notre série et on va essayer de... Ça peut être, au-delà du tourisme, ça peut être les restes de table, ça peut être les plages après l'été, ça peut être Saint-Tropez l'hiver, Saint-Tropez l'été. Enfin voilà, les séries, ça vous suit tout le temps. Et en fait, il suffit juste d'avoir cette idée-là et on peut être en train de prendre plein d'autres genres de photos et tout à coup de se raccrocher à cette série. Et que petit à petit, ça va prendre toute sa cohérence. Exactement, et d'un coup, votre travail que vous êtes en train de faire, ça va prendre sens. Voilà, c'est exactement ça. Et pour finir, donc, le concept de série, ça va vous forcer, et essayez de penser à une idée de série, je trouve ça fabuleux, enfin, c'est fabuleux pour vous construire artistiquement, c'est que ça vous force à raconter une histoire. C'est ça le truc, c'est que vous êtes obligé de le faire. Et ça vous force aussi à avoir des partis pris qui sont forts. Fort, mais ça vous force à avoir des partis pris. Parce que si vous vous êtes dit, bon, mais je vais prendre par exemple que les mains de... Alors ça, c'est le concept de série qu'on retrouve tout le temps, c'est de prendre les mains de gens qui travaillent. Voilà. Et selon les métiers, les gens ont des mains différentes, d'accord ? C'est un parti pris fort quand même de raconter un métier à travers des mains. D'accord ? Et c'est beaucoup plus enrichissant, artistiquement parlant, que de juste shooter la personne comme ça, lambda, dans un environnement neutre, par exemple. Ou alors même les chambres d'hôtel vides, c'est-à-dire qu'on peut voyager et décider de faire les chambres d'hôtel vides. Qu'on laisse derrière. Exactement. Donc voilà, parce que ça raconte une histoire aussi des chambres d'hôtel vides. Enfin, après, il y a plein de choses. Ce qui est bien, c'est que ça demande une exigence vis-à-vis de ce que vous faites, parce que je sais que par rapport aux amateurs que je rencontre, il y a quand même beaucoup cette notion de je prends plein de photos et quand on ne sait pas ce qu'on veut photographier, on a tendance à prendre plein de photos. L'avantage quand même d'avoir en tête une idée de série, c'est qu'on se limite quand même beaucoup dans ce qu'on prend en photo parce qu'on sait exactement ce qu'on va obtenir. Et c'est ça aussi la différence entre un amateur pur et dur et quelqu'un qui a vraiment envie de progresser en photographie, c'est d'arriver à faire une sorte de nettoyage. Au lieu de remplir son disque dur d'1 million de photos, de pouvoir réussir à dire non, moi je ne shoote que ça parce que c'est ça qui m'intéresse. Et donc du coup on arrive à se limiter et c'est quand même un peu plus agréable aussi plutôt que d'avoir à trier. Ouais, des milliards de photos. Et enfin, dernière chose aussi, ce que j'adore sur le concept de série, c'est que l'œuvre prend tout son sens à la fin. C'est-à-dire que si on extrait une photo comme ça de son contexte, si par exemple on reprend le concept de la chambre vide, de la chambre d'hôtel vide, bon, les gens qui vont regarder la photo vont dire ouais, c'est nul.
Bon, non, alors elle peut être pas mal, ça peut être pas mal, mais ça prendra son sens dans le nom. Mais voilà, c'est que finalement, c'est une surprise à la fin, c'est-à-dire que ça prend tout son sens à la fin quand on a terminé ce truc. Et c'est une espèce de satisfaction quand on est arrivé aussi au bout d'un projet, et plus de temps ça vous prendra, et plus vous serez fier de ce projet-là, parce que ben voilà, enfin, pour certains, c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Enfin, je pense qu'il y a des photographes qui n'ont jamais fait ça. Exactement ça. On a vu d'abord que c'était important d'identifier en tout cas les photos que vous faisiez et qui vous plaisaient le plus, d'identifier ce qui vous touchait le plus. Dans un deuxième temps, là, on a vu un peu les différentes possibilités techniques de faire parler votre sujet en utilisant les différents angles, les différentes perspectives, ou d'utiliser, ou de garder en l'esprit en tout cas le sens de lecture de l'image. Et donc maintenant, nous allons passer à la troisième partie qui est la construction d'une histoire en tant que telle. Alors l'idée c'est que quand même en utilisant ou en tout cas en gardant à l'esprit tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que le plus important quand on construit une histoire évidemment c'est l'idée et que tous les aspects techniques servent cette idée. C'est clair. Voilà. Je peux en parler un petit peu sur moi ma démarche par exemple que j'ai en tant que photographe de mariage. Je l'ai déjà dit mais je vais le redire ici parce que c'est tout à fait à propos. Le mariage c'est un événement qui est joyeux. Et donc, j'associe la joie à la lumière. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de faire les images les plus lumineuses possibles. Si vous regardez mes images, j'essaie de mettre beaucoup de lumière dedans. Parce que ça cadre tout à fait avec le message que je veux transmettre, c'est-à-dire un événement heureux. C'est un événement aussi… Alors, pourquoi aussi j'utilise techniquement, pourquoi je shoote à pleine ouverture? C'est parce que ça permet une très faible profondeur de champ et d'avoir un fond très doux. Et donc, ça participe de la douceur de mon image. Et de la poésie de l'image, exactement. Et vous voyez comment des éléments techniques, donc avoir des images lumineuses, c'est quoi? C'est légèrement surexposer mes photos. Donc ça, c'est de la technique. Je surexpose mes photos, donc ça va faire entrer plus de lumière. Donc ça va être plus lumineux. Cet élément technique-là va servir mon sujet, mon message qui est, c'est un événement qui est heureux. J'ouvre mon diaph pour avoir une très faible profondeur de champ, pour avoir un beau flou d'arrière-plan qui va participer à la douceur et à la poésie de l'image. Et cet aspect technique va servir mon message qui est, c'est un événement doux et poétique. Voilà, c'est ça. Alors après, on peut raconter des histoires de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on peut les raconter en une seule image. On peut les raconter dans une série autour du même thème. Faut justement shooter de la même manière pour qu'il y ait une cohérence visuelle. Et on peut aussi s'amuser à construire des histoires en mélangeant, pas forcément plusieurs styles, mais en tout cas plusieurs types d'images. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une photo, un portrait avec une forêt, on peut imaginer un portrait avec un paysage. En fait, on parle de la personne, le paysage va parler de la personne. Et c'est là où, du coup, on crée une sorte de dialogue entre les images. Parce que les images aussi, mises côte à côte, peuvent s'annuler de manière très flagrante, mais elles peuvent aussi se servir. Donc, on peut imaginer, par exemple, un portrait d'enfant avec un objet, son doudou, ou des photos d'enfance. Donc, je pense que, voilà, il y a aussi toute cette réflexion-là au lieu de dire, là, je ne fais que, j'ai envie de faire une série sur les photos d'enfants, de dire, je fais une série sur les photos d'enfants dans lesquelles je mélange et des objets et des photos d'enfants ou une photo des photos animalières. On peut aussi mélanger le très très loin et le très très près, par exemple. Ça peut être aussi une façon de servir l'environnement de loin et la macro de très près. Donc, il faut aussi réfléchir à toutes ces données-là qui sont vraiment très importantes. C'est vrai. Là encore, on peut se raccrocher aussi au domaine du cinéma. On dit que pour raconter une action, il faut mélanger les échelles de plans. C'est-à-dire que pour raconter, par exemple, alors, imaginons qu'on filme quelque chose, qu'on filme une personne en train de couper au ciseau une feuille, d'accord? Avoir 3 échelles de plans, c'est important parce que ça va raconter toute l'histoire. Donc, on peut avoir un plan assez large où on voit dans quel environnement il est en train de couper la feuille, d'accord? Un plan moyen pour se concentrer sur l'action du personnage et avoir un très gros plan sur le ciseau où on voit le ciseau couper juste la feuille. Et en fait, la différenciation d'échelle de plan va raconter son histoire dans son ensemble, c'est-à-dire l'action du ciseau et son contexte. Et ça, vous pouvez très bien le faire en photo, comme tu disais, le très très loin, le très très près. Ça participe de raconter une histoire et pas juste prendre une photo comme ça qui toute seule veut rien dire. À partir du moment où vous commencez à coller des images, ou à présenter des images ensemble, une exposition, c'est purement ça. Elles sont toujours ensemble. C'est que l'ensemble de la collection raconte quelque chose. Voilà.
Alors après, bon, forcément, une image seule peut aussi raconter une histoire. Oui, carrément. Tu as des exemples, je crois d'ailleurs. J'ai des exemples, exactement. Donc dans le premier exemple, on a par exemple un homme businessman un peu qui passe à côté d'un sans-abri et qui a l'air de chercher dans une poubelle, qui a juste un pantalon et qui a pas de haut. Et elle dit tout en une image. On n'a pas du tout besoin d'avoir une série sur ce thème-là. Et du coup, sur cette image-là, on voit tout de suite la différence de traitement, voilà, entre le businessman qui passe, qui regarde son téléphone, qui n'a aucun regard pour le sans-abri. Elle est hyper bien composée, tout est sur les tiers, elle est très dynamique. Mais voilà, mais cette image se suffit à elle-même et elle raconte vraiment l'histoire entre ces deux mondes, sachant qu'elle est d'autant plus amplifiée par le côté courbé de la personne sans abri. Il y a plusieurs éléments de narration qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, on voit forcément le businessman qui est très apprêté avec sa serviette, avec nœud pape. Donc quelqu'un qui est très apprêté, à l'inverse, donc qui renforce l'opposition, quelqu'un qui est torse nu, d'accord. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui est très apprêté au niveau vestimentaire, de l'autre qui est torse nu. Et en termes aussi du sens de la courbure, par exemple, du sans-abri qui pointe vers la droite, et le mouvement de la tête du businessman qui pointe vers la gauche. Et donc vous voyez que ces deux directions qui sont opposées et qui renforcent l'opposition des deux mondes. Vous voyez que tout dans cette image-là participe à l'idée que c'est deux mondes tout à fait opposés et qui s'ignorent finalement. Et de manière assez intéressante, d'ailleurs, la lumière est au milieu. Oui, exactement. Ensuite, on a une deuxième image qui est extrêmement drôle et alors là, qui se suffit largement à elle-même, qui sont deux écureuils qui finissent les citrouilles après Halloween. Donc on a une citrouille, on a un écureuil donc, qui est assis sur une des citrouilles et l'autre écureuil, alors on ne sait pas exactement s'il mange la citrouille ou s'il a mis la tête de la citrouille sur sa tête. En l'occurrence, l'intelligence du photographe sur ce coup-là, au-delà de la composition qui est très carrée mais qui est très efficace, c'était de se mettre au niveau des écureuils, parce qu'il aurait pu prendre la photo de haut et ça n'aurait rien rendu du tout. Mais voilà typiquement le cas d'une image qui se suffit à elle-même et qui est extrêmement forte. Exactement. On a aussi le cas d'une troisième image où on voit un homme en train d'étendre sa tenue de cosmonaute. Et là aussi, l'image est extrêmement bien composée. On ne peut pas s'empêcher de sourire quand on la regarde. Et voilà. Et cette image aussi nous raconte une histoire parce qu'on ne sait pas si c'est le cosmonaute lui-même ou s'il l'étend pour quelqu'un d'autre. En tout cas, tout ce que ça raconte, c'est que c'est très incongru comme situation parce qu'on a très rarement des hommes qui étendent leur tenue de cosmonaute sur des fils. Mais bon, l'image, elle est très forte et pareil, elle se suffit à elle-même parce qu'en tant que telle, elle raconte une histoire. Donc il y a quand même un certain nombre de cas où les images, on peut raconter une histoire avec juste une seule photo. Voilà, ce tuto est terminé. Je voulais vous faire réfléchir un peu sur la narrative en photographie et comment essayer de construire des histoires. En fait, fondamentalement, ce que j'avais envie d'essayer de vous faire découvrir dans ce tuto, c'était de passer du photographe passif à un photographe actif. Et donc, du coup, dans le prochain tuto, nous regarderons de manière plus exhaustive les différents aspects techniques et pour quel message. Voilà, exactement. Parce que là, on a fait un petit survol pour vous donner quelques pistes, mais je pense qu'on rentrera beaucoup plus dans le détail pour vous donner un peu, justement, des pistes pour que vous puissiez vraiment commencer à raconter des histoires avec vos images. Exactement. C'est ça le but. C'est la prochaine étape parce que c'est vrai que, comme on le disait, la progression technique, elle est finie. C'est-à-dire que vous allez très vite arriver au maximum de la maîtrise technique. Si vous vous y attelez pendant 1 an ou 2 ans, que vous suivez les bonnes formations, tout ça, après la technique, elle va être acquise assez vite finalement. Et la prochaine étape, et là où la progression est infinie, c'est justement la meilleure façon de faire passer un message à travers ces photos. C'est qu'est-ce qu'on veut dire avec ces images. Et ça, c'est infini parce qu'on ne cesse jamais de progresser. Les photographes, les grands noms de la photographie, n'ont de cesse que de perfectionner cette narration, enfin la narrative en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, c'est une façon aussi de se réapproprier la photographie. C'est-à-dire qu'entre dire j'ai un bon appareil, j'ai un bon objectif, j'aime faire de la photo, il y a cette notion de plaisir en fait, de construire sa propre série et d'avoir une identité photographique qui est vraiment importante. Il ne faut vraiment pas perdre de vue cette idée de plaisir parce que tout ce qu'on vous dit là maintenant dans ce tuto, c'est pour vous donner des idées, mais pour que vous vous amusiez. Je ne le dirai jamais assez, la photographie, c'est aussi beaucoup de plaisir. Ouais, carrément. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si vous voulez la vidéo bonus ou vous abonner, donc l'abonnement c'est là, voilà, il m'a montré. Le bonus c'est là
et plein d'autres conseils dans le blog. C'est juste en bas. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Au revoir. Ciao, ciao. Je vais la refaire parce que je ne sais pas du tout sur quoi je dois enchaîner. Et ça va être perturbant. Je vois pas de quoi tu parles. Une fois, Allez, c'est parti. Et vous photographiez cette chose d'absurde et le fait... J'arrive pas. Allez, on s'en branle. Ça, on le laisse, on s'en branle. Ah oui. On j'arrive pas, s'en branle. j'arrive pas. C'est dommage parce que ça compte Tu me casses les couilles, toi. Hein. Voilà, je vais la retenter. Ok. Allez, fonce. C'est parti. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y.